سلسلة لقاء مع الموجه. وما تنساوش كذلك أصدقائي أنكم ديروا لايك وسبسكرايب بالنسبة للاشين ديالنا وتفعلوا الجرس ديال الجرس باش أنكم توصلوا لجديد الحلقات. Je m'intéresserai plus particulièrement aux deux derniers espaces, c'est-à-dire en quoi le séminaire est un espace transférentiel et en quoi il est un espace textuel selon Roland Barthes. En quoi l'espace du séminaire infléchit-il les rapports entre enseignants et enseignés, dans lequel se jouerait pour Barthes, je cite, l'espace de circulation des désirs subtils. Barthes développe la thèse selon laquelle ce qui détermine la singularité d'un séminaire, c'est une modification des rapports enseigné-enseignant. L'enseignant dans le séminaire change de fonction. Il n'est plus le détenteur d'un savoir absolu, comme dans les cours, on va dire, magistraux ou traditionnels, ou des cours de licence, on va dire. Il n'est plus le détenteur d'un savoir absolu qu'il cherche à transmettre, mais davantage une sorte de médiateur qui vise à une circulation des savoirs entre les enseignés, c'est-à-dire entre les étudiants qui sont inscrits au séminaire. Selon le troisième espace, donc ce qu'il qualifie d'espace textuel, il s'agirait d'établir la pratique de séminaire comme lieu d'une production textuelle. On se demandera de quelle manière aujourd'hui cette production peut figurer ou non comme l'objet principal d'un séminaire destiné à un public particulier, celui des enseignants. S'agit-il d'une écriture individuelle, collective? Cette production est-elle impérative, à moins que la seule parole échangée ne survive comme mémoire et trace du séminaire? On se souvient de la fameuse phrase de Roland Barthes, « La littérature, dit-il, j'affirme paradoxalement qu'il ne faut enseigner que la littérature. » C'est un texte, vous trouvez cette phrase dans un texte de 1975 qui s'appelle justement « Littérature et enseignement ». J'affirme paradoxalement qu'il ne faut enseigner que la littérature. Et il montre, je ne vais pas développer, mais que dans ce texte, finalement, pour tout apprendre du monde, il suffirait de faire de la littérature, et à partir de la littérature, on a accès à la science, à la politique, au savoir, etc. Je ferai deux remarques sous forme de préambule, en disant que la conception de Barthes de l'enseignement n'est pas une conception qui est partagée par ses contemporains. Par exemple, Gilles Deleuze, célèbre philosophe contemporain de Roland Barthes, ne privilégie, lui, que le cours magistral. Il recourt d'ailleurs à la métaphore de la scène musicale pour définir le dispositif d'enseignement de la philosophie. Il explique que un cours, c'est comme une partition de musique, et qu'une partition de musique, quand elle est jouée, on ne l'interrompt pas. Il n'y a pas, dans un concert, vous n'allez pas lever la main pour interroger le violoniste qui joue sa partition ou le trompettiste qui joue sa partition. Autrement dit, pour Gilles Deleuze, il n'y a aucune raison, aucune nécessité que l'étudiant intervienne pendant le séminaire. Et d'ailleurs, entre guillemets, il interdit à ses étudiants d'intervenir pendant le séminaire. Pourquoi? Parce que pour lui, la question de l'étudiant est une forme de violence, n'a pas de raison d'être, parce qu'il considère que la problématique de la compréhension, c'est que l'étudiant ne comprend pas, ne doit pas apparaître au moment du séminaire, mais doit être différé. C'est-à-dire que la question doit venir après, a posteriori, du cours qui est prodigué. Et puis, dernière digression, à propos de Michel Foucault, aussi philosophe contemporain de Roland Barthes. Je dirais qu'en plus que Michel Foucault, c'est grâce à lui que Roland Barthes a enseigné au Collège de France. Pour Michel Foucault, le professeur est soumis au regard de l'étudiant. Et donc il y a une sorte de renversement, si vous voulez, pour Michel Foucault. Ça n'est pas le professeur qui a le pouvoir, mais ce sont les enseignants
ce sont, pardon, quel lapsus, ce sont les enseignés, les étudiants qui jugent le professeur et qui donc ont un certain pouvoir sur lui parce qu'ils le jugent. Alors, je reviens à Roland Barthes. Dans une revue pédagogique, il émet un paradoxe, le paradoxe d'une nécessaire mais impossible théorie de la lecture, et ce sera le premier point que je vais développer. S'il existe pour lui une pratique qui se déploie dans le champ interdisciplinaire, c'est bien la lecture. Barthes écrit un énoncé que l'on devrait, à mon sens, inscrire au fronton de nos cours de littérature, ou obliger nos étudiants à l'apprendre par cœur et à le méditer, donc méditez-le et apprenez-le par cœur. Je cite, « La lecture, en plus c'est pas long à apprendre, la lecture, c'est ce qui ne s'arrête pas. La lecture, c'est ce qui ne s'arrête pas. » C'est peut-être, me semble-t-il, cette place de la lecture, avant tout enseignement théorique, qu'il nous revient de repenser aujourd'hui dans notre enseignement. J'entrevois plusieurs axes possibles, dont j'ai pu apercevoir d'ailleurs dans les titres respectifs des communications que nous faisions face finalement aux mêmes difficultés en France et ailleurs, et que nous nous accorderions sans doute sur un ensemble de réponses que je me contenterai seulement d'énumérer, puisqu'il en sera largement question dans les communications à venir, mais par exemple le recours à la figure du sujet lecteur, qui permet dans l'héritage des théories de la réception d'inscrire de nouveau la subjectivité lectoriale au cœur de la pratique littéraire. J'ajouterai d'ailleurs à ce propos que, contrairement à ce que l'on dit fréquemment, qui est que ce concept de sujet lecteur serait apparu dans un colloque à Rennes en 2004, il n'en est rien, c'est un concept qui est inventé justement par Roland Barthes lui-même et qui apparaît dès les années 70. Ce n'est pas tant, me semble-t-il, de traverser l'œuvre, mais d'être traversé par elle qui importe. Le concept de sujet lecteur n'est fécond, de mon point de vue, qu'à condition que l'on conçoive que l'altérité précède la lecture. Si j'accepte de ne pas être l'origine, de ne pas être une subjectivité qui est gonflée d'une sorte de pseudo-savoir, alors je peux être prêt à lire, à entendre ce que disent les lettres et à donner un abri aux mots. Se laisser transformer par le texte. L'enseignement de la lecture ne doit pas être une information, mais une transformation de soi. Alors, on parlera d'ouverture de la lecture littéraire à d'autres formes de lecture, le cinéma, les arts plastiques. On parlera aussi de l'usage des tisses, j'ai vu, et l'importance qui a été déjà évoquée. On le sait, Roland Barthes distinguait plusieurs niveaux de lecture dont il écrit ailleurs qu'ils échappent à toute appréhension, notamment parce que la liste de ces niveaux de lecture reste ouverte, impossible à clore, probablement parce qu'il demeure toujours une part d'illisibilité dans les textes. Et donc, tout texte, finalement, échappe à une catégorisation. C'est peut-être l'un des enjeux de notre enseignement, peut-être, que de ne s'intéresser, in fine, qu'à ce qu'il y a d'irréductible dans un texte. Autrement dit, de commenter ce qui n'est pas commentable, ou de s'intéresser à ce qui est finalement ce qui reste d'illisibilité dans un texte. Peut-être que le reste n'a pas de raison d'être commenté. Pourtant, ce recensement des niveaux de lecture identifiés par Barthes ne me semble pas dépassé et constitue un premier socle des attentes de la lecture à l'université. Alors, il parle d'un niveau perceptif qui est l'apprentissage de la lecture, on va dire au sens très très simple du terme, tel que les enfants peuvent apprendre à lire. Ça ne concerne pas la lecture universitaire. Mais il parle aussi d'autres niveaux de lecture qui intéressent l'université, les niveaux qu'il qualifie de dénotatifs, d'associatifs et d'intertextuels. Force est de constater que nous avons de plus en plus de difficultés peut-être à développer ce dernier niveau, ce niveau intertextuel. Peut-être faisons-nous face à d'autres modalités de lecture de la part des étudiants qui ne sont plus finalement intertextuelles mais hypertextuelles.
Aujourd'hui, les bases de données, les recherches sur la toile permettent d'établir facilement des liens entre les œuvres, d'identifier très facilement des occurrences dans un corpus. Je ne sais pas si vous cherchez le mot société chez Balzac, le temps de trouver toutes les occurrences du mot société chez Balzac. Maintenant, vous ouvrez Internet, vous allez dans la base de données de la Bibliothèque nationale et en 3 secondes, vous avez toutes les occurrences du mot société chez Balzac ou autre. Et donc tout cela change évidemment le rapport au savoir, change aussi le rapport à la recherche et rend les choses un peu problématiques. Dans son impossible théorie de la lecture, Barthes distingue des lectures mortes, des lectures vivantes, dit-il, qui sont celles qui conduisent le lecteur à produire un texte. Que ce texte devienne d'ailleurs effectif ou non, peu importe, mais je crois très intéressant cette idée, très importante, que qu'est-ce que donne comme envie un texte littéraire, c'est l'envie d'écrire. Pas nécessairement d'ailleurs sur le texte que l'on lit, mais l'idée d'écrire en tant que tel. Si une théorie de la lecture lui semble impossible, il rêve tout de même de ce qu'il appelle une anaxonologie, autrement dit d'une science de la lecture rendue difficile, voire impossible, puisqu'il considère l'acte de lire comme pénétré du désir. Barthes voudrait engager une recherche qui puisse à la fois questionner les plaisirs, mais aussi les rejets et les dégoûts de tel ou tel titre. Pourquoi arrêtons-nous une lecture? Pourquoi refuse-t-on de lire tel ou tel livre? Il me paraît que ces questions peuvent également nous orienter vers une possibilité d'enseigner la littérature. Ce sont des interrogations qui touchent au concept même d'ailleurs du sujet lecteur. Barthes écrivait en 1976 « Le sujet lecteur est un sujet tout entier déporté sous le registre de l'imaginaire ». C'est en ce point même, celui du désir, que se noue chez Barthes une impossible pensée de la lecture et une réelle difficulté à théoriser l'enseignement de la littérature. Je ne développerai pas ce dernier point que je vais évoquer, mais je me demande si aujourd'hui, dans les pas du livre de Pierre Bayard, que je vous recommande, si vous ne le connaissez pas, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, qui intéressent les étudiants, nous n'aurions pas grand intérêt à s'interroger avec nos étudiants sur ce que je désignerais comme une épistémée de la non-lecture. C'est-à-dire, pas seulement interroger les œuvres qu'on lit, mais aussi celles qu'on ne lit pas. Et ça me paraît être un champ de recherche tout à fait sérieux et tout à fait intéressant pour vous, les étudiants, et pour nous, chercheurs. Alors, j'évoquerai dans un deuxième temps le séminaire comme un espace scripturaire. Lors de l'entretien littérature et enseignement, Barthes soulignait déjà que l'enseignement de la littérature ne doit pas seulement se construire en termes de savoir, mais de relations, de cohabitation entre des corps, cohabitation dirigée et en grande partie faussée, dit-il, par l'institution. Selon Barthes, la question de l'enseignement se pose en termes de désir. Ce n'est pas au sens de mai 68, où il s'agit de libérer le désir dans tous les sens. Nonobstant, la question de l'enseignement qui n'est pas portée par l'institution, elle devrait être non pas ce que l'enseigné désire, mais la question, est-ce qu'il y a encore du désir? Est-ce qu'il y a du désir dans l'enseignement? À mon sens, il y a bien aujourd'hui de la part de nombreux étudiants qui s'orientent en lettres une problématique de la phanisis, pour reprendre le terme de Barthes, c'est-à-dire une carence de désir. Il convient aujourd'hui de maintenir cette interrogation sur le désir comme un préalable possible de l'enseignement de la littérature. Question qui peut nous inviter, nous obliger à deux directions. La première, s'interroger pour quelles raisons les étudiants, même en lettres, désirent de moins en moins lire, et en particulier les œuvres classiques. Ma seconde direction, c'est repenser le désir de lire en modifiant pour une part les choix de corpus, j'y reviendrai dans ma conclusion. À l'espace contraint du cours magistral, Barthes propose un espace, une pratique que je qualifierais d'anomique, celle du séminaire.
En effet, dans le séminaire, la question de la loi se pose tout autrement dans la mesure où l'obstacle du désir est réglé, dans un certain sens, puisque l'étudiant choisit son séminaire. Pas totalement réglé dans l'absolu, parce que les étudiants n'ont pas une offre démesurée, mais tout de même, on peut faire place à son désir, parce qu'on peut choisir quand même tel ou tel enseignement. J'ajouterai aujourd'hui que il y a quelque chose d'important qui est la pratique de l'écriture. Barthes a une réflexion assez intéressante sur l'écriture universitaire. J'y reviendrai tout à l'heure, comme étant la possibilité finalement que les étudiants renouent avec quelque chose du désir de la littérature. L'une des audaces de Barthes, me semble-t-il, consiste à déplacer dans l'espace du séminaire la relation enseignante. Dans son séminaire, qu'il qualifie de phalanstère, c'est-à-dire un petit groupe d'étudiants qu'il oppose à un séminaire qu'il désigne comme étant le séminaire cirque, où il y a beaucoup d'étudiants, où c'est très compliqué d'enseigner. Il définit le séminaire restreint comme l'espace où le savoir ne se transmet pas tant d'un maître à ses étudiants, mais dans la circulation du savoir entre les enseignés eux-mêmes. En même temps, ce désir s'avère, me semble-t-il, aporétique. Barthes regrette que les étudiants n'écrivent pas, mais constate que la collectivité rend l'écriture difficile. Dès lors, comment développer une horizontalité du savoir et en même temps le désir d'écriture? Cette attention à l'écriture de l'autre semble être le véritable souci éthique, me semble-t-il, du séminaire restreint. Barthes a cette interrogation, je cite, « Peut-on espérer qu'un jour le séminaire écrive ?» Fin de citation. En même temps, l'on peut s'interroger avec Barthes et peut-être contre Barthes sur ce qu'il adviendrait de la possibilité d'une écriture étudiante, non universitaire et pourtant validée par l'institution. C'est sans le savoir et par un concours de circonstances et de pensées en dehors du cercle de l'université que notre séminaire Tolkien a pu répondre, à ce souci de Barthes. L'espace du séminaire rêvé par Barthes est à la fois transférentiel et textuel. La recherche n'est plus distincte entre enseigné et enseignant. Il s'agit, dit Barthes, et je crois ce mot très important, de notre recherche. C'est-à-dire, le séminaire, ça n'est pas le lieu de la recherche de l'enseignant, ça ne doit pas être seulement le lieu de la recherche du professeur, c'est aussi le lieu d'une recherche collective. C'est ainsi que l'on pourrait aller, me semble-t-il, jusqu'à dire que le séminaire constitue en cela réellement une communauté dans laquelle les rapports institutionnels se sont ou doivent se déplacer. Barthes utilise un très beau mot à propos de cette nouvelle figure du directeur du séminaire. Il qualifie son enseignement, je cite, de déprise. In fine, l'utopie séminale, si j'ose dire, pour faire écho à ce dispositif du désir, c'est la communauté impossible du livre écrit pendant et par le séminaire. Qu'est-ce que dit Barthes? Voilà ce qu'il dit. Pour moi, chercher, avec les étudiants, c'est produire un livre. Donc, l'objet du séminaire, c'est de faire, dit-il, devant vous, avec vous, le livre que j'ai à faire, l'apprentissage et donc celui du livre. Nous avons là peut-être une proposition de Barthes à méditer pour notre enseignement de la littérature aujourd'hui. Alors, c'est ce que nous avons pu mettre en œuvre dans le séminaire que nous avons consacré à Tolkien, qui est un séminaire qui a été organisé en lien avec la Bibliothèque nationale. Pourquoi? Parce que la Bibliothèque nationale de France va faire une grande exposition Tolkien de octobre à janvier, octobre 2019 à janvier 2020, et ils ont besoin d'un certain nombre d'outils pédagogiques, d'outils didactiques, à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Et donc, nous avons, au cours de ce séminaire, produit un certain nombre de supports qui vont aider
à la fois les élèves et les enseignants à travailler sur l'œuvre de Tolkien. Je vais terminer par quelques remarques. On pourrait rêver, me semble-t-il, d'une autre écriture étudiante. Non plus celle de la prise de notes des étudiants qui consiste à engranger le savoir du professeur et à conserver par l'écriture les connaissances qui sont transmises, mais je pensais à une appropriation subjective sous la forme du commentaire du savoir reçu. Autrement dit, j'imagine, à la place du fait que les étudiants prennent des notes sur les savoirs qu'on leur transmet, plutôt commenter les savoirs qu'ils entendent. Puisque de toute façon, maintenant, tous les cours sont déposés, enfin nous déposons tous nos cours sur des banques de données, et finalement les étudiants ont accès à nos cours dès qu'ils rentrent chez eux, ils téléchargent nos enseignements. Donc finalement, quel est l'intérêt pour eux d'assister à une parole qui est un texte qu'ils vont trouver chez eux? Et pour pallier cette question, il me semble que faire du séminaire un lieu d'écriture dans lequel ils peuvent commenter notre propre parole, ça me paraît quelque chose d'assez intéressant. On aurait là une forme active, intellectuelle, expérimentale de la prise de notes, et me semble une vraie vie de l'esprit. Quelle conclusion tirer de cette pratique particulière? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la conception du séminaire chez Barthes. Je vous en ai indiqué quelques éléments, mais il y a énormément de réflexions, par exemple, sur les liens qu'il établit entre enseignement et psychanalyse. Et il compare le séminaire à une scène où l'enseignant serait une sorte de mère et les étudiants une sorte d'enfant qui, comme ça, jouerait avec des cailloux, ramènerait des cailloux, des morceaux de laine, et la mère se satisferait de cela. Il y a aussi, je n'ai pas mis en évidence ce point-là, mais c'est très important chez Barthes, l'idée que le séminaire doit avoir une dimension ludique. Autrement dit, il faut aussi jouer quand on est dans un séminaire. Il a une très belle métaphore à laquelle il tient beaucoup, qui est la métaphore du jeu du furet. Et il dit que le séminaire doit être le jeu enfantin du furet. Et il insiste que la finalité du séminaire, comme dans le furet, ce serait de se toucher les mains. Que serait une telle scène si nous risquions à ce que le séminaire termine par se toucher les mains? Je terminerai par une citation où il revenait sur sa conception de l'enseignement quelques années après, en 1977, dans ce fameux texte de la leçon, qu'il termine par une réflexion également sur l'enseignement. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait, mais il en vient un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs. Je coupe son texte. Cette expression a, je crois, un nom illustre et démodé que j'oserais prendre ici sans complexe au carrefour même de son étymologie, sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. Alors, il me semble que dans le champ de la lecture, on pourrait envisager juste deux mots pour repenser l'enseignement de la littérature. D'abord, peut-être donner plus de place à la littérature contemporaine, voire ultra-contemporaine. Et cela nous enjoint de repenser certains modèles critiques, certaines manières de lire les textes. Deuxième point, je dirais, c'est de proposer une image de la littérature qui rompe aussi avec une certaine image un peu figée des littératures patrimoniales et aussi ouvrir les étudiants vers ce qu'on appelle maintenant la littérature monde.
La troisième proposition que je ferai, c'est de s'interroger sur nos représentations de la littérature et notamment de nous interroger sur la question de la légitimité. C'est très problématique, en tout cas chez nous. Quelle place fait-on à ce qu'on appelle des littératures illégitimes? Par exemple, la fantaisie, la littérature de jeunesse, le thriller, la science-fiction, la bande dessinée. Autant de genres qui sont totalement, pratiquement écartés par l'université. Et puis, je proposerai deux autres choses, c'est de développer encore le champ transmédiatique. Il est impératif, me semble-t-il, que la littérature s'ouvre vers le cinéma bien davantage, vers les arts plastiques. Et dans le champ de l'écriture, et je terminerai par cela, développer des projets d'écriture collective, j'en ai parlé à propos de Barthes, constituer des concepts critiques avec les étudiants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on invente des concepts d'analyse littéraire. Et puis le troisième point, ce serait de donner une part non négligeable à la critique interventionniste que j'indiquais de Pierre Bayard, donc s'intéresser aussi à la non-lecture. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre patience.